Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. C'est le jour de Noël et vous êtes bien sur Sud Radio comme chaque mercredi. On se retrouve avec nos duellistes. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour. Et Thomas Guélonet, bonjour. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël, etc. Évidemment, j'espère que vous êtes tous encore sous le coup du foie gras, des fruits de mer, du champagne, du vin et surtout de l'atmosphère familiale qui plane. Mais ils sont courageux, ils ont accepté et peut-être d'une grande réflexion spirituelle. Je vous rappelle quand même que Noël est une fête chrétienne. Et on a décidé de revenir avec vous pour ce jour sacré, comme l'a si bien fait remarquer Elisabeth Lévy, sur un peu le bilan de cette année, parce qu'il s'en est quand même passé des choses. Et avant que vous nous faisiez part, chacun d'entre vous, de ce qui vous a marqué personnellement, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur la dissolution voulue par Macron. Je vous pose la question à chacun, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. Quel est le regard, après maintenant presque 6 mois de perspective dessus, quel est le regard que vous portez sur cette dissolution, Thomas Guénolé? Moi, ce serait qu'il n'y avait aucune raison de dissoudre. C'est quand même... en fait... la dissolution de l'Assemblée nationale, ça sert à résoudre un conflit insurmontable, autrement que par la dissolution, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, ou ça sert à poser une question de confiance qui s'imposerait entre le président de la République et le peuple français. Là, le déclencheur de ça, c'est l'élection européenne. L'élection européenne qui, par définition, porte sur les enjeux européens et non pas les enjeux nationaux. Et donc, la dissolution de l'Assemblée nationale en réponse à la raclée que s'est prise le camp macroniste enfin le bloc central, quoi, à l'élection européenne, bien c'est n'importe quoi, à mon avis. C'est-à-dire que là-dessus, on a... Je ne sais pas, c'est quand même la deuxième fois dans l'histoire politique française récente que le président de la République fait une dissolution qui clairement n'avait... Enfin, il n'y avait pas aucun sens. Après parce que Jacques Chirac, préalablement, lui... Il a expliqué plusieurs fois pourquoi il dissolvait l'Assemblée nationale, mais on est assez nombreux à avoir toujours pas compris ce qu'il lui a pris, à part un coup tactique foireux. Et là, pareil... Peut-être qu'Emmanuel Macron, plus que ça, on y aperçoit vraiment ce qu'on a souvent dit, Elisabeth Lévy, le côté d'enfant capricieux qui voulait à tout prix. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. J'en ai assez d'entendre depuis 3 mois que tous les maux du pays, c'est la dissolution d'Emmanuel Macron qui est responsable de tout. D'ailleurs, qu'il soit responsable... Pour vous, c'était une bonne décision. Attendez, est-ce que j'ai le droit de... Allez-y. Expliquez le raisonnement. Merci. Donc, et par ailleurs, j'en ai marre de c'est la faute à Macron qui nous amène en réalité nulle part. Une fois qu'on a dit qu'il était responsable, effectivement, je ne vois pas ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire, rien ne l'oblige ni à partir, ni à faire... Bon. La dissolution est un des instruments que le président a à sa disposition dans la Constitution de la Ve République. Donc, il n'y a rien d'infamant à l'utiliser. 2, il y avait un pari qui me paraissait pas idiot, et même assez malin, qui était, on sentait à l'époque, rappelez-vous, cher Thomas, rappelez-vous, Maxime, une grande appétit pour Bardella, c'était la Bardella mania, c'était effectivement. Et oui, il y avait un véritable phénomène, engouement, et par ailleurs, on sait que le RN en tant que parti avance de façon assez régulière depuis un moment. Et comme on sait que Emmanuel Macron ne veut pas être le président, il m'a dit tout le temps qu'il laisserait les clés, qu'il passerait les pouvoirs à l'Élysée à Marine Le Pen, que je n'appelle pas l'extrême droite. Mais que lui, oui, c'est toujours comme ça qu'il dit. Donc, c'était pas complètement idiot de dire, après tout, on va les laisser gouverner. Lui, il pensait qu'ils allaient se planter, moi je n'en sais rien. Mais même pour les gens qui se disent, après tout, ils n'ont pas d'expérience, c'était pas mal de les tester dans ces conditions. De leur remettre les clés en disant, allez-y, potentiellement plantez-vous comme ça. Attendez. Écoutez, je vous assure, j'ai vraiment du mal à aller au bout d'un raisonnement. Alors allez-y. Donc c'était pas complètement idiot de dire on les laisse gouverner. Lui il pensait qu'ils allaient se planter, tout le monde ne le pensait pas. En tous les cas, pour les Français, c'était aussi une occasion de les tester, de tester un parti qui n'a jamais gouverné dans des circonstances où il n'était pas seul aux manettes puisqu'il n'avait pas l'Élysée. Ça ne me paraissait pas complètement idiot. Sauf que si tu fais ça, faut pas faire le Front républicain, faut pas derrière se laisser imposer par Attal et par toute cette clique le Front républicain qui est un désastre à plusieurs égards. D'abord parce qu'il reconduit l'idée qu'il faut exclure une partie des électeurs
Plus de 11 millions du côté RN. Ça, c'est la première. Donc, je pense que c'est complètement stupide. Il crée dans le pays un énervement tout à fait normal, je trouve. Enfin, moi, ça m'a vraiment... Et personne n'y croit. Tout le monde sait parfaitement que c'est pas des nazis. Donc, c'est la grande faute. Ce n'est pas, à mon avis, la dissolution. C'est le Front républicain. C'est cette sottise du Front républicain qu'Emmanuel Macron est d'ailleurs en train de reconduire avec son ânerie de Front anti-républicain. Donc, avec les réunions à l'Élysée. Soit vous interdisez des partis. D'accord? Je sais que c'est l'idée de Thomas Guénolé qui... S'il y avait un parti à interdire, c'est évidemment LFI. Évidemment, mais moi je ne suis pas pour. J'attends d'avoir la parole. Soit vous interdisez des partis, s'ils ont le droit de se présenter, leurs électeurs sont tout aussi légitimes et tout aussi considérables que les autres. Voilà. Je suis sur cette idée. Oui, alors d'abord, je suis d'accord avec Elisabeth sur l'hypothèse. On n'a pas de certitude, mais je suis d'accord sur le fait de prendre au sérieux l'hypothèse qu'Emmanuel Macron est en fait tenté de provoquer une cohabitation avec l'extrême droite pour disqualifier l'extrême droite dans une expérience de gouvernement courte et contrôlée. Je suis d'accord avec cette hypothèse. Je ne peux pas la prouver, donc je ne peux dire que hypothèse, mais ça me semble crédible. Sinon, quel était l'autre? Je trouve ça extrêmement dangereux de la part d'Emmanuel Macron d'avoir tenté un truc pareil. Heureusement que des gens comme Gabriel Attal, parmi d'autres, mais surtout collectivement les candidats macronistes qui étaient appelés à se maintenir au deuxième tour en application de la consigne présidentielle ont collectivement désobéi, et je les en félicite parce que c'est l'une des rares fois où ils ont collectivement désobéi à la hiérarchie, et c'était pour faire barrage à l'extrême droite au nom du Front républicain. Je trouve ça magnifique et je les salue d'avoir fait ça. Et de faire élire des pro-Hamas plutôt que des gens que vous appelez d'extrême droite. Donner le pouvoir à l'extrême droite juste en se disant on va les contrôler et ça se finira bien. L'un des derniers à avoir tenté ça, il s'appelait Fun Papen, et ça s'est pas super bien passé. Alors, je sais qu'Elisabeth dit ce sont quand même pas des nazis. C'est rigolo parce que le trésorier... Je dis même pas quand même. Je dis ce ne sont pas des nazis. Je ni pas des de quand même. Je ne t'ai pas interrompu. Excuse-moi. Oui. Et donc, ce que je trouve amusant dans ce cas-là, c'est que dans le bureau fondateur du Front National, vous avez littéralement un ancien Waffen-SS et vous avez littéralement un ancien de la milice. Donc c'est quand même, en termes au moins de manière littéralement originelle, quand vous regardez le pédigré des membres fondateurs du bureau du Front National, on est sur quelque chose qui est délirant. Alors, enfin, non, mais là, Thomas Guénolé, on peut aussi vous répondre que c'était la création du parti. Marine Le Pen est passée par là. Il y a eu la fameuse responsabilisation à Elisabeth. Il y avait qui dans le parti communiste? Il y avait qui dans le parti trotskiste? Il y avait qui dans ces partis pourris d'extrême gauche? À ce moment-là, vous pouvez aller chercher des tueurs partout. Dans toute l'histoire de l'extrême gauche et de l'extrême droite, il y a des criminels. Dire que le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui a viré son père, c'est l'héritier des Waffen-SS. Mais c'est littéralement l'héritier. Non, mais bien sûr c'est pas littéralement de rien du tout. C'est littéralement l'héritier. Elle est même à la tête du parti, et à la tête du parti, elle est l'héritière de Jean-Marie Le Pen, qui a littéralement fait l'éloge de l'occupation allemande. Donc t'as 11 millions de pro-nazis dans notre pays. Je fais la différence entre le parti et la grande masse des électeurs. C'est le parti que je veux interdire. Je veux pas foutre tous les électeurs du Rassemblement national en tôle. Vous voyez vous retrouver sur l'antenne de Sud Radio un matin de 25 décembre. Finalement, ce que vous avez pu vivre, hier soir autour d'une bonne table de réveillon de Noël. On revient dans quelques instants pour justement l'effet d'Elisabeth Lévy, de Thomas Guénolé, qui ont marqué leur année. Je vous préviens, ça va parler de Donald Trump et d'Israël. Rien que ça, restez avec nous. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Vous êtes bien sur Sud Radio, toujours en compagnie de nos duellistes Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. Vous pouvez les retrouver comme d'habitude chaque matin entre 9h et 10h en compagnie de Patrick Roger. Mais ils se sont levés après un réveillon de Noël en ce 25 décembre. On a décidé de tous les deux les faire débattre sur ce qui avait pu marquer leur année 2024. On commence par vous, Thomas Guénolé. Votre fait de l'année, c'est l'élection d'un certain Donald, non Trump. Exactement. Pour moi, la réélection de Donald Trump, donc qui revient à la Maison-Blanche, d'abord c'est une leçon pour la gauche dans le monde entier, c'est-à-dire que l'antifascisme, ça ne suffit pas pour faire une victoire, il faut aussi avoir un projet pour changer les choses vraiment. Et donc se contenter de dire no passaran, comme d'habitude, l'extrême droite passe quand même. Deuxièmement, il me semble, et là aussi c'est une erreur de la gauche américaine et c'est une erreur qui est en train de faire la gauche française, la gauche, elle doit porter l'alliance entre les classes moyennes et les classes populaires. Si la gauche ne sert pas à porter l'alliance entre les classes moyennes et les classes populaires, il va falloir m'expliquer à quoi elle sert. Et donc ça suppose que la gauche française en particulier, pour moi c'est une deuxième leçon, n'abandonne pas les classes populaires à l'extrême droite. Ce qu'elle est en train de faire de plus en plus, puisque la force politique la plus puissante dans l'électorat populaire, dans l'électorat pauvre, c'est actuellement l'extrême droite. Et ça c'est un déshonneur
pour la gauche d'avoir laissé faire ça et d'avoir finalement abandonné cet aspect-là. Après, au niveau plus international, j'ai au moins 2 points d'inquiétude. Le premier, c'est que autant je suis favorable à des politiques économiques protectionnistes quand on est une économie protectionniste dans un ensemble qui reste en libre-échange, ça peut être intéressant d'avoir une stratégie, donc, quelque part, de passagers clandestins ou de free-riders dans ce contexte-là. Mais si le protectionnisme devient généralisé dans les différents pays du monde, là, ce que vous risquez de provoquer, c'est une contraction des échanges commerciaux, et donc vous risquez de provoquer une récession. Et là, Donald Trump, en étant à la tête de la première puissance économique mondiale et qui vous dit, bon, je vais y aller à fond les ballons sur le protectionnisme, ça peut en soi, compte tenu de la taille des États-Unis sur l'économie mondiale, ça peut en soi avoir un effet récessif extrêmement fort, notamment parce que ça entraîne des mesures de rétorsion, un engrenage, etc. La Chine, bon. Et donc, protectionnisme, avec un effet récessif probable, donc moi je pense qu'il y a un risque vraiment de récession l'année prochaine, et l'isolationnisme de Donald Trump, que je comprends totalement du point de vue de l'intérêt national américain. Il a des conséquences. Mais qui au niveau mondial, forcément. Il a des conséquences que je trouve intéressantes, c'est-à-dire que on va avoir droit pendant 4 ans au triomphe absolu de la réelle politique, c'est-à-dire d'assumer complètement que les affaires internationales sont structurées par une confrontation permanente et des jeux de transactions, confrontation, compétition, accords, désaccords entre quelques grandes puissances, les États-Unis, la Chine, l'Inde, bientôt l'Indonésie, l'Europe si elle était foutue de se mettre enfin d'accord pour faire une Europe puissance, et donc d'accepter qu'en réalité la France doit s'adapter à cette situation et donc vraiment pousser le fait de construire sérieusement une Europe puissance, parce que sinon on va se faire juste rouler dessus. Réapprendre la force. Voilà, réapprendre le jeu des puissances. Et enfin, pour terminer, au niveau international, donc j'ai un vrai... Autant je suis content, à titre personnel, qu'on aille probablement vers une paix rapide en Ukraine. Il y a eu vraiment assez de morts là-dessus. Et donc, manifestement... Avoir les conditions, mais avoir les conditions pour une paix rapide, même si elle se fera à un coût très élevé pour l'Ukraine, ça me paraît évident. En revanche, Trump réélu, pour moi, c'est un gros problème. C'est une catastrophe, en réalité, pour le peuple palestinien. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on va se taper en 4 ans de soutien total des États-Unis au gouvernement de Netanyahou en Israël-Palestine, et que donc le génocide va continuer impunément. Bon, et je commence par récuser, parce que Elisabeth Lévy. Si vous voulez, ce terme génocide alimente la haine des Juifs dans le monde entier. Il faudrait quand même commencer à se rendre compte qu'un génocide, c'est quand un gouvernement décide d'exterminer un peuple. Les Israéliens préviennent les Palestiniens quand ils vont bombarder. C'est pas comme ça quand on veut exterminer. Et on aura l'occasion d'y revenir quand vous parlerez de votre fait du jour. Non, mais ça commence à bien faire, parce que c'est pas juste un débat de salon. Et c'est pas un débat simplement avec mon ami Guénolé. C'est à cause de ce terme génocide qu'il y a des enfants juifs qui se font casser la gueule. Donc, je commence par là, j'en ai assez. On peut discuter entre nous, vous pouvez tout à fait critiquer ce que fait Israël, mais il y en a assez, si vous voulez, d'employer un terme qui est utilisé par les antisémites du monde entier aujourd'hui. La mise au point d'Elisabeth Lévy sur ce sujet. Voilà. Donc, et sur l'élection de Donald Trump. Et par ailleurs, qui ne correspond absolument pas à la définition d'un génocide. La définition d'un génocide, c'est l'Allemagne nazie, hein, pardon. Donc, pas que, mais oui. Pas que. Le Rwanda, c'est beau. Bon, les Arméniens, etc. Je reviens, alors, il y a un point sur lequel je suis d'accord, mais vous n'allez pas assez loin, c'est la gauche. La faillite de la gauche dans le monde entier. Je prendrai l'exemple de la France. En France, vous avez eu en quelques années, la gauche a pris Paris, Lyon. Elle a mis beaucoup plus longtemps à prendre Marseille, la ville la plus pauvre, la plus pauvre des grandes villes. Dit-on, ça arrive. La plus pauvre des grandes villes de France. Elle a pris Toulouse, elle a pris Bordeaux, d'accord ? C'est-à-dire que toutes les villes, la gauche est aujourd'hui le parti des riches, le parti des bourgeois. Des bourgeois riches et en plus contents d'eux. C'est-à-dire, non seulement ils sont riches, mais en plus ils n'ont pas de conscience parce qu'ils se pensent... C'est plutôt le parti des classes moyennes. Moralement, non. Je suis désolé. Non, les riches votent pas à gauche. Je ne vous ai pas, mon cher, interrompu. Enfin, très peu. Très peu. Très peu. Ouais. Juste sur quelques points essentiels. Voilà. Allez-y, poursuivez. Non, mais je veux dire, je suis navré. Paris n'est pas une ville de classe moyenne. Qui de classe moyenne peut vivre à Paris ? On perd 10% à Paris, il y a des pauvres dans les logements année. sociaux et des riches, pas des super riches, mais des gens qui ne gagnent... Ne pointez pas du doigt comme ça, Elisabeth Lévy. Non, non, c'est lui que je pointais. Mais non. Je lui ai montré. C'est une blague. Tu sais bien que je lui ai montré. C'est une blague.
Donc, si vous voulez, la gauche est évidemment devenu le parti des possédants. Et en plus de tout, si vous voulez, il y a ce supplément d'âme, c'est le camp du bien. C'est-à-dire, non seulement ils ont le blé, si je puis dire, mais en plus, ils ont la supériorité morale. La bonne blague, évidemment, ça n'a pas marché. Donc, dans tous les pays du monde, d'accord, pratiquement, vous avez une révolte. Et comme disait Thomas Guénolé, précisément aux États-Unis, qu'est-ce qui a c'est la révolte été la des faillite? somewhere contre les nowhere. C'est la révolte des gens qui veulent de la continuité historique, qu'on peut critiquer par ailleurs, et qui ont certainement des affects parfois tout à fait dont on aimerait qu'ils n'existent pas. Il y a aussi des milieux imprégnés par le complotisme, mais la grande masse des électeurs de Trump, c'est pas ça. La grande masse des électeurs de Trump, c'est des Américains, je pense, qui veulent rester américains. Et non, mais là-dessus, juste là-dessus. Juste pour moi, comment dire, ce qui s'est joué sur l'élection américaine, essentiellement, il y a d'autres causes, mais dans la victoire de Donald Trump. Mais ce qui s'est joué essentiellement, c'est que Donald Trump a proposé une réponse à leurs problèmes à l'électorat populaire. C'était la phrase de Nicolas Sarkozy. Donald Trump a parlé de l'Amérique aux Américains. Il leur a proposé le protectionnisme et il leur a proposé de foutre dehors l'immigration illégale. Il a fait ces deux propositions. Juste brièvement. Pas répondu. Vous avez fait tout un truc, j'ai pas répondu. Vous m'avez coupé au milieu. Et l'autre aspect, c'est que, alors, je suis pas d'accord avec les propositions de Donald Trump, mais il se trouve que lui au moins a fait des propositions à l'électorat populaire. Pendant ce temps, la candidate démocrate n'a pas été capable de faire une proposition audible et compréhensible. Parce qu'elle avait un plan assez détaillé, mais accessible à Bac 3 ou Bac plus 5. Oui. Elle leur a proposé un plan complet à la gauche des grandes villes en France. Mais en fait, elle n'a pas été capable de faire des propositions compréhensibles. Elle avait un programme intéressant pour l'électorat populaire, sauf qu'il n'était pas compréhensible en dessous de Bac plus 5. Non mais pardon, excusez-moi, Kamala Harris, regardez ces vidéos. C'était d'un creux. Franchement, c'est la plus mauvaise candidate que la gauche américaine pouvait trouver. Enfin, la gauche, le Parti démocrate pouvait trouver. Regardez sa dernière vidéo. C'est crépusculaire, elle ne dit rien. You can be what you want. Oui, d'accord, super. Alors la nana, elle vient de perdre les élections. La seule chose qu'elle a à dire, c'est vous pouvez être ce que vous voulez. C'est génial, les gars. Franchement, on dirait c'est un mauvais personnage de mauvaise série. Mais j'ai autre chose à dire là-dessus. C'est que un des ferments de l'élection de Trump, dans certains États, on le sait très bien. Il y a tout ce que vous dites. Il y a la classe ouvrière. Il y a les cols bleus, oui, les cols bleus, absolument. Les cols bleus. C'est une expression américaine historiquement. Il y a aussi une révolte, notamment des parents, si vous voulez, contre la propagande frénétique des trans à l'école, contre le risque que les ça excès fait de certains peser. mouvements sociétaux. Je vous rappelle quand même que oui, aux États-Unis, il y a en plus un marché de la transition. Il y a réellement autant, je suis, si vous voulez, pour que dans les très peu de cas, le tout petit nombre de cas qui posent réellement un problème, ce qu'on appelle la dysphorie de genre, qu'on accompagne les enfants, qu'on encourage une mode. Et aujourd'hui, les gamins aux États-Unis qui veulent changer de sexe, c'est des gens qui ne s'abreuvent que sur des sites et des réseaux d'information trans. Donc, ça a été, entre autres, la révolte contre cette forme de wokisme-là a été, je pense, chez beaucoup de gens, un des ferments qui a poussé des gens assez modérés, en réalité, à marquer leur ras-le-bol de ça. À aller voter pour Trump. Moi, j'ai lu des reportages. C'est confirmé par aucune enquête de sociologie électorale. Moi, j'ai lu des reportages. Je suis navré de vous le dire. J'ai lu des reportages. Excusez-moi. Vous savez, de temps en temps, il faut regarder aussi simplement ce que les gens racontent. Eh bien, moi, j'ai entendu beaucoup de parents raconter cela. Oui, mais des parents de droite ou d'extrême droite. Mais c'est pas un problème. C'est juste que ça a mobilisé. Non, mais est-ce que on a des accords d'analyse. Le jour où on ira dire à votre... excusez-moi. Le jour où des profs iront dans les écoles expliquer à votre fille que, bien sûr, ma petite chérie, tu peux devenir un garçon, et qu'elle rentrera chez vous parce qu'elle aura 15 ans et qu'elle aura envie de vous enquiquiner, vous dire « Ah, papa, je vais être un garçon !» et que vous n'aurez même pas le droit de lui dire « Bon, on va se calmer, ma petite chérie, parce que là, tu délires. » Je pense que vous comprendrez que j'avais raison sur ce point. Mais Thomas Guénolé, est-ce que vous niez, on va dire, cet excès de certaines idéologies, ça peut être le wokisme. Moi, je me souviens, pour aller sur le coup rejoindre Elisabeth Lévy, d'un papier dans le New
York Times, 2 jours avec l'élection de Donald Trump, qui faisait une sorte de mea culpa en disant peut-être que toutes ces modes, que ce soit le wokisme, les excès du wokisme, les excès du mouvement MeToo, peut-être les excès du mouvement genre, peut-être que ça a encouragé le vote Trump. Écoutez, on n'a pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas d'éléments en termes de sociologie électorale. On n'a pas d'éléments qui corroborent cette thèse-là, qui est très répandue, qu'on entend beaucoup effectivement. Sauf que autant il est très clair que ce thème a été très présent comme facteur de mobilisation d'électeurs de droite et d'extrême droite en faveur de Donald Trump, étant outré par l'existence de ces choses-là. Ça, je le conteste pas. On a vraiment abondance d'éléments comme quoi c'est un thème qui a super bien marché pour les mobiliser. Autant, ça n'a pas particulièrement... on n'a aucun élément qui indique que ça ait déplacé de l'électorat de la gauche vers la droite. De Harris vers Trump. Ce qu'on a constaté, en revanche, c'est vrai, et c'est là-dessus essentiellement que Harris perd, c'est que Trump a fait davantage le plein de son électorat de droite et d'extrême droite, et pendant ce temps-là, Harris, des gens de la classe moyenne qui en avaient marre. Non, justement, ça c'est pas vrai. C'est-à-dire que, et Harris, pendant ce temps-là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a sous-mobilisé, elle a vraiment... Attends, juste, elle a sous-mobilisé, mais massivement, certaines catégories de l'électorat qui auraient dû normalement voter à gauche, en particulier de l'électorat, en gros, pas blanc, classe moyenne et classe populaire, qui ont sous-voté pour elle parce qu'elle s'est pas adressée à leurs problèmes. C'est extraordinaire. Non, mais tu peux pas ne pas laisser répondre, je suis désolée, c'est un débat. En 15 secondes, Elisabeth Lévy, en 15 secondes. Navrée, je trouve ça extraordinaire. Les sociologues, quand ils sont extraordinaires. C'est-à-dire, on leur met devant les yeux des réalités. Ah non, attention, je n'ai pas une étude qui le dise. Mais quand on leur met devant les yeux des études qui ne leur plaisent pas, ce ne sont pas des bonnes études. Excusez-moi, Thomas, il y a un moment, si vous ne voulez pas regarder en face les choses que les gens vivent, si vous n'admettez pas que pour tous ces trucs, c'est des trucs de cinglés pour la plupart des gens raisonnables de gauche ou de droite d'ailleurs. Je veux dire, vous n'allez pas comprendre. Là, le sujet, c'était l'impact électoral. Et je conteste effectivement que ça a eu un impact électoral sur les électeurs de gauche. On a bien compris qu'on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, et c'était vain de mettre la réconciliation Guénolé-Lévy en dessous du sapin, mesdames, messieurs. Mais vous restez. On s'entend très bien à titre personnel, c'est pas le sujet. Par ailleurs, mais nous je avons sais que beaucoup vous entendez très très bien. Mais c'est pour ça que ces débats sont aussi excellents. Et on verra si c'est le débat. Mais c'est Noël tous les jours. Mais c'est ça. À Sud Radio, c'est Noël tous les jours. On se retrouve dans quelques instants avec le fait de l'année par Elisabeth Lévy. Et ce sera les opérations extraordinaires d'Israël, notamment celle des beepers qu'elle a décidé de retenir et qui a marqué son année 2024. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Comme l'a dit Elisabeth Lévy tout à l'heure, c'est Noël tous les jours sur Sud Radio. On a décidé de ne pas, on va dire, interrompre pendant les vacances de Noël ce duel incontournable désormais sur l'antenne, Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy, qui va garder la parole, parce que comme fait de l'année, vous avez décidé de mettre à l'honneur en réalité les exploits militaires israéliens. À vrai dire, j'ai hésité, parce que... Oui, il y a eu un débat de longue haleine. La condamnation insensée de Nicolas Bedos comme preuve que le mouvement MeToo est en train de tourner totalitaire me plaisait bien. Vas-y, parle de ça. Mais non, mais pas du tout, je vais dire... Nous avons débattu avant. Fin juillet, j'arrive à la gare de Lyon. C'est Noël. Fin juillet, j'arrive à la gare de Lyon et... La gare est fermée, les trains arrêtés, et là commence un moment de galère. Et Caprange, qu'Ismaïl Haniyeh, l'un des artisans du 7 octobre, a été tué par un missile, et en plus à Téhéran. Alors là, ça a fait ma journée, j'ai même pardonné à la SNCF. Je me suis dit, alors ce salopard, pardon, je suis désolé, je prie les auditeurs de m'excuser, mais j'ai pas d'autres mots. On vous pardonne cet excès. A été l'un des instigateurs d'une opération qui n'a rien à voir avec la guerre, qui n'a rien à voir avec la résistance, et qui est juste une opération de massacre de civils, de torture, d'humiliation, de viol, etc. Eh bien, c'est bon, il a eu son compte. Et à Téhéran, en plus, ce qui est un camouflet absolu pour les mollahs. Donc là, j'étais déjà contente. Et... mi-septembre, donc voilà, les vacances se passent, c'est mi-septembre. Vous marchez sur ce petit nuage de bonheur. Je me réveille. Non. Entre-temps, la guerre continue avec les destructions horribles à Gaza. Israël qui est attaqué de tous les côtés, le Hezbollah, le Hamas, etc., qui est traité d'État génocidaire alors qu'il doit, en gros, défendre son existence et son droit à exister. L'antisémitisme qui repart partout, on rigole pas tellement. Et donc, mi-septembre, Caprange, c'est les beepers de tous les gens du Hezbollah ont sauté les uns après les autres. Alors, j'ai appelé ça, avec d'autres habits, l'opération Allo Akbar, qui m'a beaucoup plu.
Et ensuite, des heures si de vous travail voulez, avec des auteurs comment pour trouver ce nom. Pourquoi ça m'a plu? D'abord parce que je pense que la vengeance a des vertus. Vous vous rappelez qu'après l'attentat de Munich, odieux, l'assassinat des athlètes israéliens, le gouvernement de Golda Meir a ordonné et exécuté, c'est raconté dans un film de Spielberg, tous les gens qui avaient participé à cet attentat. Eh bien, je peux vous dire, j'espère que tous les gens qui ont participé au 7 octobre connaîtront le même sort. Et je pense que la vengeance en politique, ça a des vertus dissuasives, ça a une vertu de remonter le moral des troupes, et surtout, vous dites, on ne nous fait pas ça. Nous, on ne nous fait pas ça. Quand vous nous attaquez, on riposte, et on riposte au centuple s'il le faut. Je suis très triste pour les destructions de Gaza, mais je rappelle que, d'ailleurs ça a été dit il n'y a pas longtemps par un imam à Gaza, ça prouve que le Hamas a bien perdu. Je suis très triste, les Gazaouis sont victimes du Hamas, d'accord, qui savait parfaitement ce qu'il allait provoquer, car Israël n'avait pas le choix pour rétablir cette dissuasion. Mais la seule chose que je voulais dire, c'est que cette affaire de Hezbollah, pourquoi de Beeper, pourquoi ça m'a plu? Pourquoi, évidemment, ça, moi qui aime Israël, ça m'a fait plus plaisir que quand j'entends parler de bombardement où il y a... Eh bien, parce que c'est la victoire de l'intelligence sur la force. Non seulement ils ont réussi à piéger les beepers, mais à leur vendre. Ils ont réussi à vendre à l'ennemi. J'espère que le Hezbollah les a payés à Israël. Les fameux beepers. Oui. Et ça, c'est une opération de longue haleine qui a en plus redoré le blason Prouve des la domination services stratégique israéliens, qui restera, à mon avis, dans les annales de l'information. Alors après les beepers, il y a eu d'autres appareils, ce qui veut dire, je finis là-dessus, ça voulait dire quoi aussi? Ça voulait dire que au Liban, si vous voulez, vous êtes au restaurant, vous voyez arriver des gens du Hezbollah. Qu'est-ce que vous faites? Vous tirez. Vous tirez de peur que le téléphone explose. Évidemment. Voilà. Et sans compter qu'on a eu le droit à toutes sortes de blagues. J'ai beaucoup ri grâce à ça. Merci, merci, merci. C'est le fait de l'année par Elisabeth Lévy. Et j'ajoute en plus qu'il y avait beaucoup de milieux, notamment dans la diplomatie française, dans les milieux militaires, qui expliquaient à quel point l'opération des beepers était même pour la France une victoire, parce qu'on permettait d'aller atteindre au cœur le Hezbollah, qui était à l'origine de l'attentat du Drakkar, où beaucoup estimaient que la France n'avait pas assez sévi à ce moment-là. Thomas Guénolé, sur ce fait de l'année par Elisabeth Lévy. Comment dire, pour moi... Ce n'est pas votre fait de l'année, étrangement. Non, effectivement. D'abord, plus d'1 millier de morts civils israéliens, ça n'autorise pas à faire au moins 50 000 morts civils palestiniens. Ensuite, pour moi, des criminels, quand on ne veut pas répondre à la barbarie par la barbarie, les criminels, ça doit être traduit en justice, et non pas juste buté. Mais c'est ma conception juste de la justice. Plutôt que la vengeance. Non, mais on peut me répondre. Étant une organisation terroriste, c'est compliqué de les mener. On peut me répondre tout ce qu'on veut, mais par exemple, le terroriste Carlos, il a été appréhendé et il est en train de pourrir dans une prison française après avoir eu un procès. Et pour moi, c'est ce qu'on aurait dû faire. Moi, c'est ça. Oui, je l'assume complètement. Pour moi, les criminels, ils doivent être traduits en justice, quel que soit leur bord, soit dit en passant. Donc, le Hamas, évidemment, est coupable de crimes de guerre qui sont abominables, et donc. Non, là, il n'est pas question. C'est marrant. Là, il est question de crimes de guerre. Là, c'est un pogrom, mais c'est juste des crimes de guerre. Bon. Il est coupable, ça me semble évident, de crimes de guerre. Dans le cas de l'État d'Israël, on a un problème de colonisation en Cisjordanie. Je ne comprends pas qu'on puisse soutenir un projet colonial, ça me dépasse. On a un problème d'apartheid en Israël-Palestine, on a un problème de génocide, et en plus de ça, on a un problème de crimes de guerre. Donc dans ce contexte-là, si vous voulez, je voudrais simplement rappeler, je crois que ce sont les mots du sage Confucius, c'est que quand tu cherches la vengeance, pense à creuser 2 tombes. On ne s'en sortira pas par ce type de logique. C'est complètement, c'est suicidaire. Ou c'est quoi, c'est une sorte de pièce supplémentaire dans les engrenages si le seul projet, c'est la vengeance et la domination, je vous encourage à creuser 2 tombes. Non, le seul projet, c'est la vengeance et la survie. D'accord? Vous avez au nord, au sud et de l'autre côté, après il y a la mer, des gens qui disent pas nous voulons qu'Israël quitte Gaza, nous voulons qu'Israël quitte ceci ou quitte cela. Ils disent nous voulons qu'Israël cesse d'exister. From the river to the sea. C'est ça d'ailleurs que l'extrême gauche en France défend. C'est pas la libération de la Cisjordanie, c'est la libération de toute la Palestine. Et donc,
vous qui mettons le droit international, je vous ai déjà dit que la résolution 198, le plan de partage de l'ONU, qui a été refusé par les Arabes, qui faisait 2 États, celui-là, c'est marrant, ce droit international-là, on n'en parle jamais. Jamais, jamais. Comme on ne parle jamais de la résolution que le Hezbollah n'a évidemment pas respectée, qui était de se retirer au nord du Litanie. Donc, c'est bien gentil, on va les traduire en justice. C'est une armée terroriste qui se bat avec des missiles, excusez-moi. Eh bien, il y a une chose dans les relations internationales qui existe, d'accord? Même les nazis ont eu un procès. Non, mais écoutez. Même les nazis ont eu un procès. Écoutez, Allez, Thomas, comparaison on a avec les réussi nazis un jour. finir l'année Entre sans le Hamas et les nazis, je vois pas le problème. On a réussi à finir l'année sans s'engueuler. Mais je vous en prie, Non, ça, c'est pas vrai. vous ne traduisez pas, vous ne traitez pas les descendants des morts de la Shoah de nazis. C'est parce que j'ai dit, je parlais du Hamas. Mais je parlais du Hamas. D'accord. Mais laissons les nazis là. C'était sur la question de traduire en justice l'organisation terroriste. Si même les nazis ont eu un procès, le Hamas, on devrait pouvoir les traduire en justice au lieu de les buter. Bien sûr, les relations, on en a personne, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de front. On est arrivé à Nuremberg par la grâce de... Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que les relations internationales, je suis navré de la dire, force, c'est selon le Elisabeth rapport Lévy. de force. Oui, mais ça n'exclut pas un procès pour les rapports de dirigeants force du camp existent. vaincu. Très bien. Quand on en aura un vivant, on l'emmènera au procès. Que Haniyeh ait été tué, que 6 Noirs aient été tués ensuite, que l'état-major du Hezbollah. Non, mais buter Nasrallah en rasant un quartier, en faisant je ne sais plus combien de milliers de morts libanais, c'est complètement délirant. Qui les a obligés à attaquer? C'est encore un crime de guerre. Qui les a obligés à attaquer Israël le 8 octobre? Le Hezbollah a décidé. Thomas Guénolé dit que toutes les réponses ne sont pas proportionnées. Le 8 Voilà, octobre, c'est un euphémisme, c'est l'euphémisme de l'année, de je n'ai pas fini justesse. ma phrase. Le 8 octobre, le Hezbollah, au moment où Israël était évidemment dans une situation extrêmement délicate et douloureuse, le Hezbollah a décidé de mener la guerre contre Israël. Eh bien, ils ont pris ce qu'ils avaient mérité. Et malheureusement pour les Libanais, d'accord, le Hezbollah a pourri la vie du Liban depuis des années. Peut-être que les Israéliens vont enfin débarrasser le Liban du Hezbollah, qui n'est pas une organisation sympathique et gentille, mais une milice terroriste armée par l'Iran. C'était le franc-parler d'Elisabeth Lévy et la franchise de Thomas Guénolé une dernière fois au micro de Sud Radio. Mais évidemment, on les retrouve au micro de Patrick Roger chaque matin entre 9h et 10h, et notamment le mercredi. Et nous, on se retrouve demain. À très vite sur Sud Radio.